faut que je commence à parler? OK. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce panel de discussion organisé par Cinévert qui va nous amener à discuter ce midi de notre sortie de la dépendance aux pesticides. Avant de commencer, je souhaite prendre un moment pour souligner et reconnaître que nos activités d'aujourd'hui se déroulent en territoire autochtone non cédé. J'en profite aussi pour vous remercier, cher public, d'être présent en très grand nombre en ligne sur nos différentes plateformes parce que l'événement d'aujourd'hui est retransmis en direct sur le Facebook Live de plusieurs pages, soit celle du Festival Cinévert, de SUCO, de Funambule Média et de Vigilance OGM. Je me présente rapidement, je m'appelle Gabrielle Lamontagne-Allé, je suis journaliste de formation spécialisée dans les enjeux environnementaux et agroalimentaires et j'agis depuis quelques années comme conseillère en environnement dans le milieu collégial. Ça m'arrive encore à l'occasion de faire des apparitions radiophoniques pour parler bien évidemment d'environnement, mais en toute transparence, il n'y a pas grand-chose qui me procure autant de bonheur que d'avoir les deux mains dans la terre. Alors, après avoir moi-même expérimenté le maraîchage sur quelques fermes familiales biologiques du Québec, j'ai vraiment eu la piqûre pour le milieu agricole et surtout, je dois vous dire que j'ai pris conscience du travail titanesque qui se cache derrière chaque aliment qui gagne nos assiettes. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt aussi que j'ai accepté d'animer la passionnante discussion à laquelle vous allez assister dans quelques instants. Pour ceux et celles qui en sont à leur premier événement avec Cinévert, Cinévert, c'est un festival de films documentaires sur l'environnement qui est coproduit par SUCO et Funambule Média et qui en est à sa troisième édition. Le festival a pour mission d'appuyer la transition écologique. Donc, l'initiative allie plusieurs composantes, dont le cinéma documentaire sur l'environnement, évidemment, mais aussi des activités d'échange, de réflexion pour favoriser le débat public et enclencher un processus de mobilisation et d'engagement citoyen en matière de transition écologique. Donc, notre panel d'aujourd'hui va porter, comme je l'ai dit, sur notre dépendance aux pesticides comme société, mais aussi du chemin qu'on doit emprunter pour sortir notre agriculture progressivement de cette dépendance. Il s'agit du fruit d'une très belle collaboration entre Cinévert et Vigilance OGM. Vigilance OGM, c'est un organisme à but non lucratif qui base son travail sur l'importance du droit de savoir, de la transparence et de l'application du principe de précaution, et ça dans tous les domaines qui sont liés aux OGM et à leurs pesticides associés pour le bénéfice des agriculteurs, évidemment, des consommateurs et bien sûr des écosystèmes. Alors, notre panel va se dérouler en deux temps. Je vais, dans un premier temps, animer la discussion entre nos invités pendant une quarantaine de minutes, mais on se réserve ensuite une période de questions à la fin pour que vous puissiez, comme public, les interroger à votre tour. Donc, je vous encourage fortement, tout au long du panel, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, à nous les poser dans le fil de conversation du Facebook Live, peu importe la page sur laquelle vous nous suivez. Et vos questions que vous êtes libre d'adresser à un ou à plusieurs de nos panélistes vont m'être transmises pour cette dernière partie du panel. Donc, j'en profite sans plus tarder pour vous présenter nos quatre invités de marque dont on est très fiers. Tout d'abord, après avoir participé à de nombreuses campagnes de Greenpeace, Arnaud Apothécaire a développé la campagne contre les OGM en France, qui est devenue ensuite l'une des actions prioritaires de Greenpeace France. Il a été responsable de la campagne OGM pour le groupe Vert Alliance libre européenne du Parlement européen. Il est l'auteur de l'ouvrage Du poisson dans les fraises, notre alimentation manipulée, qui est paru aux éditions La Découverte. Et actuellement, il est délégué général pour Justice Pesticides. Donc, vous aurez deviné que grâce à la magie du virtuel, on le rejoint aujourd'hui en France. Lanceur d'alerte et agronome, Louis Robert nous fait également l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui. Il possède une expertise dans le domaine de l'innovation et du transfert technologique en grande culture, du développement de nouvelles cultures et de la fertilisation organique. Depuis plus de 20 ans, il est conseiller expert agronome pour différentes directions régionales au Québec et depuis 1989, il a présenté plus de 600 conférences et démonstrations et publié environ 300 textes de vulgarisation. Caroline Poirier a, quant à elle, accepté de délaisser quelques instants ses cultures pour nous ce midi, et c'est pas peu dire parce que le lancement de la saison bat son plein en ce moment. Diplômée en agronomie, elle est cofondatrice et copropriétaire de la ferme Croque-Saison, située à Lingwick en Estrie. Sa ferme approvisionne plus de 500 familles estriennes en légumes et fruits biologiques.
Et Caroline préside également la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, la CAPé. La CAPé, c'est une coopérative de productrices et de producteurs agricoles fondée en 2013 qui compte environ 300 membres. Et leur mission, c'est de créer un environnement favorable à l'exercice de l'agriculture biologique de proximité en offrant des services de formation, des achats groupés, de mise en marché coopérative, de représentation, en plus de coordonner le fameux réseau des fermiers de famille que vous connaissez sans doute. Et enfin, nous aurons parmi nous nul autre que le cofondateur et coordonnateur de l'organisme Vigilance OGM, Thibault Rennes. Ingénieur en sciences et génie des matériaux, Thibault s'est spécialisé en environnement en effectuant une maîtrise en économie et gestion de l'environnement. Il est depuis un actif militant écologiste et il s'intéresse aux problématiques liées aux OGM et aux pesticides, ainsi qu'à la mobilisation citoyenne qu'il considère comme essentielle pour obtenir une société qui est plus juste et plus durable. Alors, un très gros merci d'abord à vous quatre d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous ce midi. Je suis convaincue que vos expériences puis vos expertises respectives vont être très riches pour alimenter la discussion. Alors, je propose donc de lancer les échanges à l'instant avec une première question que je vais adresser en premier lieu à M. Robert. Alors, Louis-Robert, s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui ne vous connaissent pas encore, on peut résumer que vous êtes à l'emploi du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, depuis plus de 30 ans. Et vous êtes tristement célèbre, si on veut, en tant que lanceur d'alerte, parce qu'en 2019, vous avez perdu votre emploi après avoir dénoncé l'ingérence du secteur privé dans la recherche publique sur les pesticides. Heureusement, vous avez pu réintégrer votre poste environ 6 mois plus tard. Vous avez entre autres dénoncé plusieurs composantes problématiques dans le système actuel, mais vous avez aussi dit que le Québec pourrait facilement réduire son recours aux pesticides de 30 à 40 %. Et ça, c'est sans compter que l'étude controversée qui avait donné naissance à toute cette affaire avait pour sa part démontré que les néonicotinoïdes, ces fameux pesticides tueurs d'abeilles, s'avéraient inutiles dans plus de 95 % des champs de maïs et de soya du Québec, où il faut préciser qu'ils sont utilisés de manière quasi systématique. Donc, ma question va peut-être paraître simpliste, mais ce sont des produits qui coûtent cher, en plus d'avoir évidemment différents impacts environnementaux importants. Donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à appliquer des pesticides dans des situations où il semble qu'on n'en ait apparemment pas besoin? Je vous inviterai à allumer votre micro. Parfait. Bonjour à tous. Merci, Gabriel. En effet, c'est une question qui, pour moi, l'exemple des néoniques cristallise à peu près tous les problèmes qu'on connaît, qui explique pourquoi on ne fait pas de progrès substantiel en réduction de pesticides dans la pratique. Parce qu'il y a eu du blocage à tous les niveaux dans ce domaine-là, à partir de le projet de recherche qui était pourtant très clair. Puis en passant, je veux juste une petite correction, là, c'est fait à 100 % des 84 sites d'essais, il n'y a aucun site où on a obtenu une réponse positive, un impact positif sur le rendement. Le 5 % il y a eu un peu de confusion parce que sur 5 % des sites, on a vu un effet un peu sur les dommages aux cultures, mais même dans ces sites-là, les dommages n'étaient pas suffisamment importants, assez importants pour avoir un impact sur le rendement. Donc, cela étant dit, c'est juste une petite correction pour dire qu'en réalité, la littérature, la justification, la recherche est tellement claire là-dessus. C'est rare qu'on a ça d'ailleurs en agronomie, là. Quelque chose d'aussi catégorique et simple que ça. En fait, une question très simple qu'on ne réussit pas. Donc, il faut se questionner parce qu'encore en 2021, vous savez, là, malgré tout le brouhaha médiatique autour de ça, l'ironie de tout ça, c'est qu'en 2021, la grande majorité des champs de maïs et de soya au Québec vont encore recevoir des insecticides. Et ça dénote toute la faiblesse, là, le mot est faible, là, c'est pire que ça, là. La catastrophe de notre système de transfert, parce que la recherche, c'est pas parce qu'on n'a pas de recherche, et elle est limpide en plus, elle n'est pas ambiguë du tout. Et elle portait pas, c'est sûr qu'ils ont testé les néonicotinoïdes, mais le projet de recherche démontrait que les insectes étaient tout simplement pas là. Donc, on applique un médicament à une population sans qu'ils ils le savent, mais sans qu'ils sachent qu'ils n'ont pas la maladie. En fait, c'est ce qu'on fait dans le cas des insecticides à semences. On n'a pas d'insectes qui affectent les cultures. Puis on a appliqué en 2021 parce que les compagnies se sont rapidement mutées et ont transféré vers l'utilisation d'un autre classe d'insecticides qui n'est pas plus utile parce que les insectes sont tout simplement pas là.
Fait que tout ça pour résumer, donc ça serait. Puis on a la recherche, autrement dit, on a la recherche pour faire des progrès immenses. Elle est disponible, mais on a des blocages à tous les niveaux, et en particulier dans le transfert, où on n'a pas assez de ressources humaines, d'agronomes qui font du transfert au Québec. Et l'autre facteur, c'est l'ingérence des compagnies puis des groupes de producteurs à tous les niveaux de la chaîne de transfert. Donc, un producteur agricole qui se fait dire qu'il n'y a pas d'insectes nuisibles, contrairement à ce qu'il pense dans son champ, va quand même les utiliser. Il n'y a pas ce libre choix-là de dire, ben, si j'en ai pas besoin, je vais tout simplement m'en passer. Il y a le libre choix, mais l'encadrement autour du producteur, pour un agronome du MAPAC qui dit ça, il y en a 200 du privé qui disent le contraire. Malgré que la démonstration scientifique, elle est très, très unanime, comme je le disais, mais c'est une question d'encadrement, autrement dit, ou de transfert. Et donc, on peut montrer un insecte dans un champ de maïs, mais est-ce que la question, c'est on va le laisser là, l'insecte, s'il ne cause pas de tort? En fait, de la diversité des insectes, il y en a moins, là, mais c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Pas parce qu'on constate qu'il y a un insecte dans un champ qu'il faut l'exterminer. Là. Mais enfin, c'est une problématique. Moi, c'est renversant de voir à quel point que malgré tout ça, là, donc ça prend pas, faut pas complètement changer tout le système, mais une fois qu'on a identifié le problème, quant à moi, qui se limite à deux choses, c'est l'ingérence des compagnies et de l'UPA dans les systèmes de transfert. Et la deuxième chose, c'est le manque de ressources humaines en transfert, objectif. Là. Donc, si on règle ces deux problèmes-là, quant à moi, on va faire des bonds de géants dans la réduction des pesticides. Je parle de 30-40 %, c'est très conservateur. En fait. Puis vous parliez de blocage. On en a une belle illustration. Près de 3 ans après avoir annoncé son intention d'interdire les pesticides néonicotinoïdes, le gouvernement canadien a récemment annoncé, on a vu ça dans les médias il y a une semaine ou deux, qu'il renversait sa propre décision, en fait. Est-ce que quand vous avez vu ça, avez-vous été surpris? Non, pas trop. Puis je pense pas que la solution passe par les agences réglementaires, en fait, parce que je pense que si le message était rendu au producteur, si le producteur avait confiance aussi dans le message, il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas, à part l'ingérence et tout ça. Là. Mais si le producteur, parce que c'est pour son bien, lui, il croit que c'est essentiel de mettre ces produits-là, mais si on arrive à le démontrer, puis ça serait pourtant simple, de lui démontrer que c'est absolument pas nécessaire, puis même que ça lui économise des frais, puis des impacts et tout ça, bien, il le ferait par lui-même. On n'aurait pas besoin d'agence réglementaire pour interdire un produit. Si on l'interdit par une agence réglementaire, il va avoir un effet pervers, c'est-à-dire que les porteurs vont dire on nous empêche d'utiliser des produits qui sont essentiels pour nos cultures. Donc, quant à moi, c'est sûr qu'il faudrait éviter ça, mais il y en a qui se battent contre Monsanto, puis il y en a qui se battent contre l'ARLA, puis qui se battent contre Santé Canada, alors que dans notre cours, on n'est pas capable de passer le message. Les porteurs ne sont pas fous. S'ils étaient au fait des résultats de recherche, ils arrêteraient immédiatement d'en mettre. Mais le message ne passe pas. C'est juste ça. Et vous, Caroline Poirier, qui travaillez justement dans les champs, certes pas dans les grandes cultures, mais quand même, des insectes, des maladies, des nuisibles, vous en côtoyez certainement dans vos jardins. À quel point c'est difficile ou énergivore de faire ce choix-là, de se passer de pesticides chimiques dans sa pratique? Est-ce que c'est à ce point insurmontable pour plusieurs producteurs? C'est certain que, dans le fond, je suis en production biologique certifiée, donc les armes qu'on a pour se battre une fois que la problématique est là et bien établie sont peu nombreuses, puis sont souvent, il ne faut pas se leurrer, il y en a aussi des biopesticides utilisés en production biologique qui ne sont pas forcément très qui sont à large spectre, donc qui vont aussi avoir un impact sur la biodiversité. Donc, on est plutôt proactive par rapport à ces problématiques-là. Donc, on va y aller avec des barrières physiques, on va y aller avec une augmentation de la biodiversité par l'augmentation de la diversité des cultures, par des périodes de rotation qui sont suffisamment longues entre le retour d'une même culture de la même famille. Donc, ça demande d'avoir peut-être d'être très stratégique, d'avoir une planification très bien réfléchie, d'avoir un accompagnement aussi agronomique, de faire du dépistage au champ. Donc, on est toujours
en amont de la problématique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, pour moi, c'est davantage une question de développer une expertise, des méthodes de travail, des stratégies de prévention. Mais ensuite, c'est sûr que pour tout ce qui est des barrières physiques, par exemple, l'utilisation de filets anti-insectes, ben là, on parle de coûts tant en termes de matériel, mais aussi de main-d'œuvre, puis de coûts supplémentaires pour la gestion de la culture qui est sous filet par rapport à une culture qui n'est pas abritée. Donc, c'est un peu un alliage là, de techniques, mais beaucoup de développement d'une expertise puis de planification. Est-ce qu'il y a suffisamment de recherche et développement qui se fait de ce côté-là pour bien outiller les agriculteurs qui choisissent la régie biologique? Bien, nous, on considère que non. Puis, en fait, bon, c'est une question très intéressante là, parce que ça découle beaucoup, à mon avis, de la problématique qui est que les pouvoirs publics vont associer le débourser des fonds en recherche à des partenariats publics-privés. Donc, maintenant, on n'a presque plus de recherche 100% publique qui se fait. On va demander de 30 à 50% de contrepartie de l'industrie. En agriculture biologique, qui est l'industrie? Qui a quelque chose à vendre et à gagner en lien avec les résultats de la recherche? Il y a très peu, c'est beaucoup plus difficile pour les agronomes qui font de la recherche en agriculture biologique d'aller chercher cette contrepartie privée-là. Puis, à notre avis, ça oriente carrément les priorités de recherche en agriculture biologique. Donc, plutôt que de servir les priorités du secteur bio, on va aller servir les intérêts de potentiellement d'industriels ou encore de très gros producteurs qui, eux, ont l'argent à mettre sur la table parce qu'ils ont beaucoup à gagner à court terme, à aller chercher des résultats de recherche, mais à ce moment-là, ils n'ont pas non plus l'obligation de diffuser les résultats de cette recherche-là. Donc, pour nous, c'est vraiment une problématique. On pense que la recherche en agriculture biologique, on pense qu'il devrait y avoir plus de recherche publique carrément, puis que la recherche en agriculture biologique devrait bénéficier d'un soutien plus affirmé, au moins à hauteur de 90%, de façon à ce qu'on puisse orienter la recherche vraiment vers les besoins du secteur, puis qu'on remette à jour nos connaissances sur les cycles biologiques, parce qu'on ne fait plus de recherche fondamentale sur les cycles biologiques des insectes, par exemple, alors qu'en agriculture bio, c'est vraiment de cette information-là qu'on va se nourrir pour réfléchir à nos stratégies préventives. Mm-hmm. Et j'ai envie de vous relancer un peu une question complémentaire à tous les quatre. Si on se souvient, en 2015, notre ministre de l'Agriculture de l'époque, Pierre Paradis, avait reconnu en parlant des compagnies de pesticides comme Monsanto que leur lobby était encore plus puissant que le gouvernement du Québec. Est-ce que, puis là, on disait tout à l'heure, il faut réduire l'ingérence du privé, que ça passe beaucoup par là. Est-ce qu'il s'agit là d'un combat qui est perdu d'avance quand on entend ce genre de déclaration-là? Thibault. Oui, en fait, perdu d'avance, comme n'importe quel combat, que ce soit par rapport aux pesticides ou les changements climatiques, c'est sûr que s'il y a une inaction, il n'y a aucun résultat. Au moins, quand on se met en action, il y a une possibilité de résultat qui n'est pas forcément tout le temps là. Donc, je pense que ce n'est pas un combat perdu d'avance. Je pense qu'on a vu certaines personnes, comme M. Robert, juste avec son action de dénoncer, a quand même fait bouger les choses. Après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop tard, trop peu? On peut se poser la question, mais on s'aperçoit que des gens motivés, mobilisés, bien articulés peuvent faire la différence. Et encore plus si ces gens-là sont regroupés à travers des mouvements, que ce soit les groupements écologistes ou la CAP, par exemple. Donc, non, je pense qu'on peut faire contrepoids à ces lobbyistes et c'est un peu, en tout cas, l'essence de notre campagne qu'on a lancée dernièrement. Mm-hmm. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir sur cet aspect? Simplement pour rebondir, bonjour à tous, et avec une vision européenne cette fois-ci, je dirais non, je crois qu'il ne faut surtout pas se décourager, je crois qu'il faut être conscient de l'influence de ces lobbies. Monsieur Robert en a parlé, mais on les voit aussi extrêmement puissants à l'œuvre auprès de la Commission européenne, dans toutes les institutions européennes, les lobbies agrochimiques et les lobbies aussi des agriculteurs conventionnels utilisateurs de ces produits sont extrêmement forts. Mais évidemment, ça a toujours été, enfin jusqu'à présent, le cas d'un peu tous les combats écologistes, c'est-à-dire que les intérêts économiques, l'institution est extrêmement puissante par rapport, j'allais dire, à des avant-gardes qui dénoncent des problèmes écologiques. Mais ces problèmes
aussi bien écologiques que sanitaires liés aux pesticides deviennent de plus en plus évidents et l'opinion publique est en train de changer. Alors, c'était des choses dont on va débattre aussi sûrement au cours de notre discussion, mais moi, j'ai un tempérament très optimiste. Bon, ça fait 40 ans que je me bats sur ces questions-là. Monsanto est bien plus puissant qu'il ne l'était, mais je vois dans l'Union européenne, on n'a pas encore autorisé la culture de plantes transgéniques, par exemple, alors que dans les années 95-2000, on était sûr que le continent européen serait aussi couvert d'OGM que le continent américain. Donc, il y a, à mon avis, et moi, je pense que justement, de plus en plus de gens, aussi bien chez les agriculteurs que chez les consommateurs, se rendent compte qu'ils sont pris dans une sorte de cercle vicieux dont ils veulent sortir. Ce n'est pas facile, et c'est pour ça que c'est difficile aussi d'exercer ce changement, mais je crois très sincèrement que la prise de conscience est en train d'arriver. Et moi, je pense que ces gros lobbies agrochimiques, en tout cas je l'espère, n'en ont plus pour très longtemps. Merci, M. Apothécaire. M. Robert? Oui, j'aurais voulu ajouter, parce que j'ai mentionné dans un des 2 facteurs de notre échec à réduire les pesticides a été l'ingérence des groupes de pression des producteurs de l'UPA puis des compagnies, mais on les a invités à le faire. C'est-à-dire qu'on leur a posé aucune résistance, ou à peu près. Moi, j'ai pas été témoin d'un refus là, de la part des autorités qui ont le mandat de la défense de l'intérêt public. Il faut se rappeler que ça ne fait pas partie des intérêts des compagnies que de défendre l'intérêt public, là. Ni non plus celui de l'UPA puis des groupes de producteurs. Ça relève du MAPAC ou de l'Ordre des agronomes. Mais dans les 2 cas, il y a eu une faiblesse. C'est comme j'aime à répéter, moi je dis souvent, les lobbies sont pas. S'ils sont puissants, c'est parce que nous sommes à genoux, là, parce qu'on les a laissés faire. Puis dans un des cas, moi, dans le cas de la fertilisation, je peux vous garantir qu'on les a même invités à venir se mêler de choses d'intérêt public, ce qui est à contresens. Là. C'est ça qu'il faut. C'est aussi à dénoncer, mais en fait, c'est ça. Donc, pour moi, c'est pas Monsanto qui est trop fort. Le ministre, d'ailleurs, il n'avait offert aucune résistance. Donc, il faut d'abord commencer par leur dire non, puis on va voir ce qui va arriver. Le Québec, c'est pas un gros marché pour eux, hein, ça. Comme au Vermont, d'ailleurs. Au Vermont, ils ont osé faire une résistance, puis ils obtiennent des résultats aussi. Et puis, le Québec, c'est un État qui est plus gros en termes de population, donc il n'y a aucune raison. Merci beaucoup pour la précision. Donc, j'enchaînerai avec une question qui s'adresse cette fois-ci à Thibault Reine. Thibault, Vigilance OGM milite activement en faveur d'une agriculture plus écologique, moins dépendante aux pesticides depuis plus de 10 ans. Vous proposez aux décideurs diverses pistes de solutions, notamment avec la campagne actuelle que vous menez, Sortir du glyphosate, qui met de l'avant 15 revendications qui permettraient, selon vous, de rétablir le rapport de force entre les lobbies et le gouvernement en matière de pesticides et d'OGM. Plus concrètement, qu'est-ce que vous suggérez à travers ce manifeste que les gens sont invités à signer d'ailleurs? Qu'est-ce qui doit être fait de manière prioritaire selon vous? Oui, alors je ne vais pas revenir en détail sur les 15 revendications. En fait, la première chose que je souhaite dire, c'est que je ne m'étalerai pas sur les solutions agronomiques. Je pense que des gens comme M. Robert ou Mme Poirier connaissent ces solutions. Je pense qu'on sait tous qu'elles existent, on sait tous qu'elles sont variées. Ce qui manque, en fait, c'est l'application sur le terrain. C'est pour ça qu'à Vigilance OGM, on pense que les pistes prioritaires de solutions résident dans le politique, qui part de ces lois, ces règlements, en fait, dessine le type d'agriculture qu'on va pratiquer. Et c'est dans l'objectif de changer les politiques qu'on a lancé donc la campagne qui s'appelle Sortir du glyphosate en novembre dernier. Bon, on a choisi le mot glyphosate comme symbole de notre dépendance aux pesticides et aux modèles agricoles promus par les organismes génétiquement modifiés, là. Un petit rappel sur les OGM, juste parce que souvent les gens me demandent mais pourquoi pesticides OGM. Ça paraît clair pour les gens qui sont dans le domaine, peut-être pour les non-initiés. En fait, ça fait 25 ans qu'il y a des OGM au Canada et dans le monde, enfin pratiquement dans le monde, dans les continents américains, je dirais. Et 100% des cultures OGM au Canada sont tolérants à un ou plusieurs herbicides. Donc, bien sûr, le fameux pesticides à base de glyphosate, donc comme le Roundup, mais maintenant résistant au Roundup et au dicamba, Roundup et 2,4-D. Et en fait, ça fait augmenter l'utilisation des pesticides à moyen et long terme.
Donc, en fait, l'idée de cette campagne, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour que les solutions agronomiques mises de l'avant par des experts soient mises en place, mais aussi qu'on préserve la santé des populations et de nos écosystèmes. Donc, trop souvent, on a vu des commissions, des mémoires tablettées ou même des politiques, des plans de politique qui sont pleines de belles intentions, des beaux mots, mais c'est des victoires malheureusement qui sont de papier. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'avec cette pression, cette mobilisation, on souhaite des victoires concrètes. Donc, notre campagne vise les 3 paliers gouvernementaux, municipal, provincial et fédéral. Et dans nos revendications, il y a certaines revendications qui sont là pour diminuer l'utilisation des pesticides, mais certaines revendications qui sont là pour préserver la santé, soit de nos écosystèmes, soit de la biodiversité. Et notre première revendication, en fait, ça visait à la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'utilisation des pesticides. Et donc, on a eu, comme vous l'avez peut-être constaté il y a 2 semaines, le gouvernement du Québec a reconnu la maladie de Parkinson comme liée à l'utilisation des pesticides. Donc, ça, c'est une victoire partielle quand même et qui montre que la mobilisation citoyenne fonctionne. Là, ça fait plusieurs années qu'on parle de ça. On avait invité des agriculteurs français à parler de ça dans les dernières années. Donc là, on est content. Et pour nous, la revendication qui serait prioritaire dans les 15 sur une réelle diminution de l'utilisation des pesticides, ça serait la séparation de la prescription de la vente des pesticides. En fait, ça fait longtemps que votre médecin ne vend plus des médicaments. Pourquoi on continue à le faire en agriculture? En fait, on pense que cette mesure baisserait significativement l'utilisation des pesticides assez rapidement et sans coût, en fait. On s'est aperçu qu'il y a 2 ans, je pense, le gouvernement a imposé la prescription agronomique pour certains types de pesticides, dont l'atrazine, et on voit que ce type de pesticide diminue. Donc, on pense qu'il y a des résultats à avoir avec ça. Au-delà de ça, sur le côté provincial, il y a aussi le fait qu'on n'a pas un portrait exact de ce qui se passe sur le terrain. Le bilan des ventes des pesticides est malheureusement flou, plein de failles, reconnu d'ailleurs par le ministère de l'Environnement qui tarde à régler ces problématiques qu'ils ont analysées. Et on pense qu'avec un meilleur bilan des pesticides, plus précis par type de culture, par zone géographique, les agronomes pourraient voir un peu les résultats de leurs efforts sur le terrain, mais aussi on aurait la communauté scientifique qui pourrait un peu plus étudier en profondeur les impacts sur la santé et les populations et aussi la santé de nos écosystèmes. Au point de vue fédéral, je ne reviendrai pas trop en détail, je ne parlerai pas en profondeur des problématiques de l'ARLA, mais il y a vraiment une mauvaise évaluation de l'utilisation de l'évaluation des pesticides qui est vraiment, il y a des grosses lacunes dans ce niveau-là. Donc ça va être des pressions qu'on va mettre au point de vue fédéral. Mais au point de vue municipal, nous, dans 1 mois, on va lancer une campagne qui souhaite mobiliser les citoyens de leur communauté afin qu'ils fassent passer à l'intérieur de leur municipalité des règlements municipaux interdisant l'utilisation des pesticides à fins esthétiques. Il y a déjà de nombreuses municipalités qui ont fait ça. On a vu Laval, en fait, une des grosses municipalités du Québec qui a décidé d'interdire l'utilisation du glyphosate cette semaine. Ce n'est pas nouveau, mais même si l'utilisation des pesticides je dirais, au point de vue municipal, n'est pas la grosse utilisation, là, 80% est liée à l'agriculture. En fait, on pense que c'est une bonne porte d'entrée pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux des pesticides, les impacts sur la santé, la biodiversité, aussi les alternatives, mais aussi un apprentissage collectif à la mobilisation. Moi, quand j'étais à l'école en France ou probablement au Québec, il n'y a pas d'apprentissage de mobilisation citoyenne, je pense, qui est important pour montrer qu'on peut faire contrepoids des lobbyistes. Donc, l'idée de cette campagne aussi, c'est d'outiller les citoyens et de les réseauter pour pousser ça. Et on pense qu'une fois que ces citoyens vont être mobilisés, vont pouvoir voir des victoires sur le terrain, je dirais, de proximité, vont pouvoir s'intéresser à d'autres problématiques, peut-être provinciales ou même fédérales. Donc, comme vous le citiez au début, on invite les gens à aller sur le site Internet pour signer la déclaration et à participer à cette mobilisation pour faire contrepoids au lobby. Et vous disiez donc il y a quelques minutes, Thibault, qu'une des revendications principales, c'était de séparer ce double rôle de conseiller et de vente des pesticides. Je ne peux pas passer à côté de la commission parlementaire qui avait été déclenchée dans la foulée de l'affaire Louis Robert en 2019. Les commissionnaires avaient reçu 76 mémoires, plus de 700 recommandations. Ils en ont retenu 32. On parle de différentes choses, de documenter davantage les risques sur la santé humaine, informer les producteurs sur ces risques-là aussi, renforcer la surveillance des aliments en termes de résidus de pesticides, mais nulle part, il n'est question de séparer le double rôle des agronomes qui vendent et prescrivent des pesticides. Donc, je vous pose un peu la question à vous 4, qui avez peut-être reçu ça de différentes manières. Est-ce qu'on est passé à côté de l'essentiel
dans cette commission en ne faisant jamais allusion à cette question-là. Je peux rebondir, mais je pense que M. Robert va être... aura sûrement quelque chose à dire après. Rapidement, en fait, même en fait, énormément d'agronomes souhaitent cette séparation-là. Je veux dire, on a vu M. Robert qui a perdu à un faible pourcentage aux avant-dernières élections, en fait. Donc, il y a une lutte qui est gagnable, à mon avis. La séparation aurait dû être faite depuis des années. Je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là. Pourquoi il n'a pas été mis dans les recommandations de la part du comité? Ça, il faudra leur poser la question aux gens qui siégeaient. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été recommandées qu'elles ne doivent pas être appliquées. Monsieur Robert, souhaitez-vous rebondir? Oui, je souhaite rebondir. En effet, je vais m'excuser pour rebondir trop haut, me briser la tête, mais oui, en effet, c'est assez aberrant de voir que moi, je pense qu'il y a juste une solution, c'est de la mise sous tutelle de l'Ordre des agronomes, parce que présentement, il y a plus de membres qui sont en situation qui leur rend impossible de juger, parce qu'ils sont déjà en situation de conflit d'intérêt pour juger de situation de conflit d'intérêt. Donc, ils ne voudront jamais perdre leurs acquis. Là, donc, c'est un peu ce qu'a démontré ma défaite à l'élection, même si c'était par une faible marge. Là, il est clair que c'est pas ça. Et puis, l'autre façon, c'est ça, parce que c'est par le niveau politique, c'est-à-dire par la mise sous tutelle de l'Ordre des agronomes, parce que jamais ça va arriver. J'ai essayé par toutes sortes de moyens, j'ai déposé des résolutions. On ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir essayé de l'intérieur, de ne pas avoir testé toutes sortes de façons de faire changer ça. Mais pour revenir à la commission, ce qui est aberrant aussi, c'est que un des objectifs de la commission, c'était d'examiner la question des pesticides de façon le plus intègre possible, sans influence. Alors qu'en cours de commission, un reportage de Radio-Canada révélait que 4 des 5 membres députés de la CAQ, dont le président de la commission, avaient subi ou accueilli, disons, le lobby de la Confédérée. De sorte que le point que vous avez soulevé sur l'indépendance des agronomes, c'est vrai, mais aussi le point central, en tout cas pour plusieurs représentations, plusieurs intervenants étaient venus dire qu'il faut absolument sortir les compagnies de la recherche d'intérêt public. Et la recommandation, je crois que c'est la numéro 31, là, dit exactement le contraire. Elle dit qu'il faut renforcer le rôle de l'industrie dans la direction de la recherche publique sur les pesticides. C'est assez renversant de voir ça, là. Donc, c'est juste pour dire que la commission, bon, il y avait un peu de théâtre là-dedans, là, dans le fond. Et puis, on le savait déjà au départ, avec le mandat puis les moyens donnés, c'est disproportionné. Monsieur Apothécaire, est-ce que ce double rôle des agronomes et cette ingérence qui semble être vraiment omniprésente au Québec, c'est une situation très similaire à la vôtre en France? Justement, c'est quand on parle d'éventuelles avancées qu'il y a eu sur les pesticides en France, il a été décidé extrêmement récemment de séparer justement le rôle du prescripteur et le rôle du vendeur, j'allais dire de médicaments, mais parce qu'on est exactement, comme le disait M. Robert, dans le même sens. Alors, moi, ça me paraît effectivement fondamental parce que de ce point de vue-là, on casse en tout cas une très grande partie des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir. Je ne dis pas qu'on les élimine complètement parce qu'on voit y compris chez les médecins reçoivent eux-mêmes plein de publicités pour des médicaments et même s'ils ne sont pas directement le prescripteur, enfin il y a quand même toute une zone encore grise. Mais je pense que c'est une avancée considérable. Je ne peux pas juger pourquoi ça n'a pas été pris en compte dans les discussions que vous avez eues récemment. Je crois que si on veut être complètement honnête, il est trop tôt encore pour voir des effets véritablement concrets parce que je crois que ça va rentrer en vigueur en France à partir de cette année. Donc, on n'a pas encore des éléments. Pour l'instant, cela a été effectivement grâce à la mobilisation des associations, je dirais dans ce cas-là plus que des citoyens, parce que c'est une des difficultés. On rentre déjà dans des questions qui sont parfois assez complexes. Alors, je pense que l'analogie qui a été faite par M. Robert avec la santé est sans doute l'analogie qui est la plus compréhensible pour le public, y compris en jouant sur le vocabulaire, à mon sens, complètement fallacieux de produits phytosanitaires ou de produits de protection des plantes, etc. Donc, on peut revenir vers un petit aspect médical, mais je crois que c'est véritablement les associations doivent se battre sur cette question de façon, à mon avis, très, très urgente.
c'est certainement pas le seul problème, hein. J'ai beaucoup apprécié toutes les discussions qu'il y a eu jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir. Peut-être qu'on aura des questions et qu'on avancera plus là-dessus. Il y a tout un système, hein, qui nous a conduit dans cette dépendance des pesticides. Et c'est ce système qu'il faut trouver un moyen j'allais dire, de casser ou de modifier suffisamment, parce que cette industrialisation de l'agriculture qui s'est faite progressivement a impliqué des changements dans les structures de stockage, de transport. On est arrivé vers uniquement une agriculture, j'allais dire, à très grande échelle, et on a considéré notre système, hein, je dis, après on peut discuter qui a poussé pour ça, mais on a un système qui a voulu s'inspirer, qui pour l'agriculture a voulu s'inspirer du monde industriel, du monde non vivant. On a voulu essayer de coller le vivant aux processus qui ont marché éventuellement et abouti à des réductions de coûts, etc., sur le non vivant. Mais l'agriculture, ce n'est pas l'industrie, ce n'est pas, j'allais dire, la normalisation, tout dans une case. C'est effectivement des produits qui dépendent des terroirs, qui dépendent du mode de production, qui dépendent des associations culturelles qui ont été faites, et puis qui dépendent aussi de la préparation qu'on en fait. Donc, je crois qu'il est important de véritablement, et je pense plus encore en Amérique qu'en France, même si, et en Europe, c'est faire comprendre qu'effectivement, le système industriel ne peut pas s'appliquer tel quel à l'agriculture. On a parlé de l'agriculture biologique, ça c'est le deuxième point, puis je vais m'arrêter là pour ne pas être trop bavard. Je crois qu'il est important aussi, Caroline Poirier l'a très bien dit, l'agroécologie, l'agriculture biologique, ce n'est pas un retour au passé, ce n'est pas une sorte d'agriculture rudimentaire. Moi, je dirais au contraire, elle implique une connaissance scientifique beaucoup plus fine, beaucoup plus holistique, beaucoup plus complexe que la partie qui assimile l'agriculture à une industrie où on a tel problème, on va appuyer sur tel bouton. Alors, j'ai dit le bouton du pulvérisateur de tel produit parce qu'on a tel problème et qu'on essaie de résoudre de façon extrêmement simple alors qu'on est dans une matrice très complexe avec des interactions extrêmement variées. Donc, il y a ces deux éléments. L'agriculture, ce n'est pas l'industrie, c'est du vivant, et la science nécessaire à un développement agroécologique, ce n'est pas une science du passé, c'est au contraire la science de demain qui pourra prendre en compte les phénomènes dans leur complexité. Caroline, je crois que vous souhaitiez réagir. Ben, très rapidement, parce que je pense que ça fait la boucle avec la question du rôle des agronomes dans ces enjeux-là. Mais je voulais ramener, peut-être en terminant sur ce point-là, l'importance de revoir aussi les cursus scolaires en agriculture. Je suis diplômée en agronomie, ça fait déjà 15 ans, mais à l'époque, à l'université, on était loin d'être des chefs de file en termes d'enseignement au niveau de l'agro-environnement ou de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique était cantonnée à certains cours à option, donc les gens qui voulaient en apprendre plus sur l'agriculture biologique devaient faire ces choix-là. Donc, la majorité des agronomes sortants n'avaient à peu près pas entendu parler d'agriculture biologique, puis aussi de l'inspiration que l'agriculture biologique et ses pratiques peuvent offrir pour l'agriculture conventionnelle qui se veut plus durable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment aussi un examen de conscience à faire sur nos cursus, tant au niveau, je pense d'abord au niveau universitaire, parce qu'à mon avis, c'est les universités qui forment les agronomes, mais c'est aussi les universités qui vont former les enseignants, enseignantes qui vont enseigner au collégial, puis au diplôme d'études professionnelles. Donc, si on n'essaie pas de rendre les universités plus proactives puis plus au fait de la recherche, puis les rendre plus responsables de la diffusion justement des résultats des dernières recherches auprès de leurs étudiants et étudiantes. Je pense qu'on manque un grand bout du virage qu'on doit entreprendre pour faire évoluer l'agriculture. Très intéressant et complémentaire. Merci, Caroline. Monsieur apothicaire, on prend souvent la France, l'Union européenne en exemple quand on cite des combats, des victoires contre les pesticides. On a besoin de modèles dans la vie nécessairement pour s'encourager. La mobilisation civile y est d'ailleurs nettement plus marquée, ce qui sera peut-être, ça sera à vous de nous le dire, un des ingrédients gagnants.
évidemment, l'histoire nous démontre que, comme ça a été le cas dans la lutte contre les néonicotinoïdes en France, on n'est jamais à l'abri de certains reculs sur les décisions qui ont été prises par les mêmes gouvernements, sans doute à cause de cette pression exercée par les lobbies. Mais quand même, il y a des gains que vous avez eus dans les 10-15 dernières années qu'on essaie toujours d'avoir ici au Québec, au Canada. Qu'est-ce qui nous manque, selon vous, pour pouvoir arriver à des gains équivalents? Est-ce qu'il y a des ingrédients plus gagnants que d'autres qu'on devrait réunir de notre côté de l'Atlantique? Voilà, c'est une question extrêmement difficile. Je ne sais pas comment, dans quel sens la prendre. La première, c'est que, j'allais dire, c'est flatteur d'être pris comme modèle, mais on n'est sans doute pas un tellement bon modèle que ça. Donc, je ne suis pas sûr que nos recettes, si on peut appeler ça des recettes, soient les plus efficaces. Et puis, c'était le deuxième point. Je ne suis pas sûr qu'on puisse appliquer véritablement des recettes. Il y avait quelques éléments simplement pour la discussion. C'est vrai que ce qui est perçu souvent chez vous comme des avances que l'on a en Europe, et je le vois très bien parce que nous avons une Québécoise qui est au conseil d'administration de Justice Pesticides et qui nous dit souvent, lorsqu'on a nos discussions du conseil d'administration, oh là là, mais ça serait impossible, ou c'est vraiment en avance par rapport à ce qu'on a au Québec. C'est une vision très positive. D'ailleurs, j'en suis assez content. Et c'est vrai qu'il y a des avancées, mais ça n'a pas toujours été le cas. Une question qui est très sensible maintenant, en France en tout cas, sur la question des pesticides, c'est ce fameux organochloré qu'on appelle le chlordécone, ou KEPON, je crois, aux États-Unis ou en Amérique du Nord, qui a été interdit bien avant chez vous qu'en France et qui a continué à être utilisé, même en territoire outre-mer, après son interdiction, qui a provoqué des dégâts considérables au niveau de la santé, en Martinique en particulier, et dans les territoires français outre-mer, puisque maintenant les Martiniquais ont malheureusement le record mondial de cancer de la prostate, rapporté au nombre d'habitants, que du chlordécone, il y en a vraisemblablement pour 700 ans dans les sols, et que donc on recommande maintenant aux Martiniquais de ne pas consommer de produits qui ont été cultivés, y compris de façon non chimique chez eux, parce que les produits peuvent être contaminés au chlordécone, et comme je le disais, ils en ont encore pour 7 siècles. Donc on n'est pas non plus si net que ça. Maintenant, c'est vrai que la législation européenne a quand même évolué, a permis un certain nombre d'avancées. Alors, vous avez mentionné les néonicotinoïdes. C'est vrai, les néonicotinoïdes ont été interdits par l'Union européenne et, par exemple, puisqu'on parle de la France, également par une loi française. À partir de 2018, les néonicotinoïdes ne devaient plus être utilisés, donc c'est une très grande avancée. C'est une avancée européenne, elle concerne 27 pays, mais je crois que 19 pays sur les 27 ont fait des dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes, parce que quand une décision est européenne, on peut malgré tout, avec un certain nombre d'arguments, obtenir des dérogations. Et justement, y compris la société civile s'est battue très fortement en France avec une campagne qu'on aurait pu dire très efficace sur la question des néonicotinoïdes. Malheureusement, et ça s'est battu, on est allé se battre jusque dans les tribunaux, et là je fais une publicité pour Justice Pesticides, puisque c'est des affaires que l'on recense sur notre site, même si on n'y est pas à l'origine. La Constitution a malgré tout déclaré qu'il était constitutionnel de permettre le retour de ces produits interdits au niveau européen, parce que c'était pour certaines cultures, dans certaines régions, et pour une durée déterminée. Et le résultat, et moi ça m'a rendu un peu vert, si je puis dire, y compris ce que disait, ça ramène à ce que disait M. Louis Robert, on utilise des pesticides même s'il n'y en a pas besoin. En ce qui concerne les néonicotinoïdes en Europe, on ne sait même pas si on va en avoir besoin ou pas, parce qu'il s'agit là de semences enrobées. Donc on utilise l'insecticide avant même de savoir s'il va y avoir une infestation d'insectes. Donc on ne sait même pas s'ils ont été utiles ou pas, finalement, parce que il n'y a pas d'insectes là où ils ont été plantés, mais peut-être qu'ils n'ont pas, que ce n'était pas cette année. Ça a été d'ailleurs un des arguments du recours en justice contre cette autorisation provisoire. Le Royaume-Uni
voulait également donner une dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes pour ses agriculteurs, mais il a fait des études en fonction du climat qu'il y a eu cet hiver, qui a été un petit peu plus froid que ce qui était attendu, et que donc il y avait moins de risques d'infestation. Donc le Royaume-Uni a décidé de ne pas réautoriser les néonicotinoïdes. On peut se demander, et ça m'amuse quand on dit en Europe on est plus en avance, et le Royaume-Uni a quitté l'Europe, et pourtant il est un tout petit peu plus en avance, en tout cas sur cette question spécifique des néonicotinoïdes. En ce qui concerne un autre produit symbolique, c'est les herbicides à base de glyphosate dont on a parlé. Et il est d'abord, entre parenthèses, très curieux de savoir que même si on n'a pas de culture OGM tolérante au glyphosate dans l'Union européenne, ça reste malgré tout l'herbicide le plus utilisé. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas, malheureusement, entre guillemets, que sur des cultures OGM. On l'utilise avant la culture pour nettoyer le sol, et en particulier en utilisant un argument écologique, que ça permet d'y faire de sans labour, et donc de mieux capter le carbone dans le sol, d'utiliser moins de fuel pour aller labourer le champ, etc. Et le glyphosate a été malgré tout renouvelé par l'Union européenne pour 5 ans. De ce point de vue-là, ça a été une défaite. On pourra y revenir parce qu'il y a plein de raisons. Et maintenant, on recommence la bagarre parce qu'il a été réutilisé. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, notre amie québécoise nous enviait parce qu'il a été réautorisé récemment, je crois, au Canada, mais pour 15 ans. Il devait être, normalement, le processus de réautorisation dans l'Union européenne, c'est pour 15 ans aussi. Mais il y a eu un tel tollé de la société civile, y compris avec des initiatives citoyennes européennes, des protestations dans tous les sens, et puis des éléments de plus en plus probants de la dangerosité des herbicides à base de glyphosate, qui ont fait que la Commission européenne n'a pas osé proposer une autorisation pour 15 ans parce qu'elle savait que cela aurait été refusé. Et qu'elle a donc proposé une autorisation pour 5 ans qui a failli être refusée. C'est très amusant d'ailleurs, et on voit la puissance des lobbies. Les autorisations dans l'Union européenne doivent se faire après proposition de la Commission européenne à la majorité qualifiée des États membres. Je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais ça veut dire en gros 60% des États membres qui doivent voter en faveur de la réautorisation du glyphosate. Et la majorité qualifiée n'a été obtenue en 2017 que par le vote, par l'abstention, ou le vote positif, excusez-moi, là j'ai juste un doute, de l'Allemagne, et donc un seul pays a suffi à faire basculer la majorité qualifiée. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les instructions du gouvernement allemand à son ministre étaient de voter contre. Et il a passé outre les instructions de son gouvernement. Ça a fait un petit scandale. Évidemment, on a demandé à Mme Merkel de virer son ministre. Il est parti de lui-même et il a trouvé un boulot dans l'industrie agrochimique. Donc, je veux dire qu'il y a peut-être là quelques éléments, mais on peut Comme quoi, l'herbe est toujours plus verte dans la cour du voisin. Exactement. Grâce au glyphosate. Mais je souhaite rebondir un peu sur cette question de la mobilisation civile. Entre autres, je vous cible un peu, Thibault, M. Robert. Est-ce qu'on a été un peu trop longtemps dans l'apathie ici au Québec par rapport à ces questions-là, dans une espèce d'acceptation de ce qui est? Et si oui, est-ce que depuis cette affaire, Louis-Robert, est-ce que du moins on a une mobilisation qui est un peu plus active, un peu plus réactive à ces enjeux-là? Je ne sais pas si vous voulez y aller, M. Robert, ou je peux me permettre de commencer? OK. Vous savez, moi, vous avez reconnu que j'ai un accent un peu similaire à Arnaud. Ça fait 15 ans que je suis au Québec. Ça fait 10 ans que je m'implique. Je suis un des cofondateurs de Vigilance OGM. Mais actuellement, en 2021, je vous invite à citer les groupes qui se mobilisent, citoyens écologistes qui se mobilisent par rapport aux pesticides qui peuvent mettre de la pression politique. En fait, à Vigilance OGM, là, on est chanceux. On a un financement depuis 1 an et demi
je dirais, récurrent et solide de la part du gouvernement du Québec. Mais avant ça, tous les 3 mois, j'étais proche de changer de job, quoi. Et donc, il n'y a pas de groupe qui se battent forcément beaucoup là-dedans. Je ne viendrai pas sur les détails des internes, mais il y a peu de groupes qui font ça. Donc, souvent, il y a besoin d'une étincelle ou d'une mobilisation, ce qu'on essaie de faire à Vigilance EGM dans le cas des pesticides. Est-ce que c'est plus maintenant qu'avant? C'est sûr que en fait, pour moi, avec mon historique de 10 ans, ce qui a été un des déclencheurs, c'est un peu ce que vous avez dit en novembre 2015, où il y a M. Thomas Gerbet qui a sorti un article pour dire que le gouvernement perdait le contrôle sur les pesticides. Il y a cette fameuse déclaration du ministre de l'époque, M. Paradis, qui dit que Monsanto est plus fort. Il y a une sorte de pseudo-plan de pesticides sorti rapidement en urgence par M. Hurtel par la suite, mais ça a permis de mettre sur la map, ça a permis de sensibiliser les gens, les problématiques des pesticides, et aussi, bon, on a l'affaire de Louis Robert, là, je ne sais pas si c'est bon, mais bon, ça a permis de montrer que, agronomiquement, c'était inutile d'utiliser des pesticides, ça a fait une commission, je pense qu'il y a certains politiciens de l'opposition qui ont pris ça un peu sur leur aile. Souvent, on espère que les gens dans l'opposition qui ont assez de mordants en opposition vont l'avoir une fois au pouvoir, s'ils ont le pouvoir. Mais il n'y a pas malheureusement tant de groupes, on n'est pas si appuyé que ça. Nous, on reste un petit réseau, là, on est 3 employés actuellement et on est la plus grosse capacité de mobilisation spécifiquement politique. Là, après, il y a d'autres réseaux, bien sûr, très importants. Là. Je veux dire, Capé est membre de Vigilance, ils nous apportent une sorte de crédibilité agronomique aussi. Ils sont réseautés très bien pour la pratique. Après, la pression politique, spécifiquement action politique, c'est-à-dire manifestations et autres, ça manque au Québec, à mon avis. Mm-hmm. J'ai vu Caroline lever le doigt, ou M. Robert d'abord. OK. Juste rapidement, il y a une façon de voir ça aussi, c'est-à-dire que le grand public supposait que les instances en charge de la défense de l'intérêt public faisaient leur travail. Mais à un moment donné, là, depuis quelques années, là, il y a mon histoire, mais il y a d'autres facteurs aussi qui ont fait en sorte que ça s'accélère, ça s'intensifie beaucoup l'intérêt du grand public pour les questions agricoles. Et ils se rendent compte que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Et ils ont un mot à dire là-dedans, surtout tout ce qui touche la défense de l'intérêt public, puis les rôles attribués à l'État dans l'agriculture. Et donc, ce constat-là de voir que l'agriculture n'est pas ce qu'elle devrait être, là, c'est un incitatif, puis ça soulève l'intérêt. Puis moi, je vois ça extrêmement positif, le dialogue entre les parties. Le milieu agricole, et en particulier le milieu agronomique, était des milieux fermés, relativement fermés. Le petit bonhomme de chemin, mais en fait, qui occupait la vaste majorité du territoire de la plaine du Saint-Laurent, par exemple, en catimini, si on veut, pratiquement. Mais évidemment, les citoyens voyaient que c'était de la monoculture qui se développait de plus en plus. Puis, etc. Je pense que c'est très, très positif qui se produit. Le seul danger, c'est de penser que c'est de tout jeter alors qu'il faudrait intervenir sur des causes précises pour améliorer la situation. Mm-hmm. Et Caroline? Ça rejoint quand même ce que j'allais apporter, parce que dans le fond, cette apathie-là, je pense que ça met en lumière, c'est que les gens se sont retrouvés à être extrêmement déconnectés de leur. L'agriculture aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pratiqué par un très petit nombre de personnes et qui a un impact sur le plus grand nombre. Donc, c'est ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, je pense. Donc moi, je fais le même constat que M. Robert. Dans la dernière année, il y a eu un engouement, puis on l'a vu d'abord, je pense, dans les médias. Donc, quand on a les médias de notre côté, puis qu'on réussit à semer cette graine-là d'intérêt de la part du milieu médiatique, ça aide beaucoup à aller sensibiliser les gens. Mais je pense que il faut aussi on met beaucoup l'argent en ce moment en promotion, en marketing, en reconnaissance des produits, en labeling, en identification sur les tablettes. Puis nous, ce qu'on pense, c'est que si on veut vraiment changer, former les gens à être mieux informés, à faire de meilleurs choix par rapport à leur alimentation, ce qui va orienter la production agricole, il faut investir en éducation. Puis on n'a pas encore réussi à convaincre à ce niveau-là, mais je pense que ça, c'est quelque chose, le cursus scolaire
aussi à partir de la petite enfance. Comment on fait l'agriculture, d'où viennent les aliments, quels sont les différents rôles que l'agriculture peut jouer dans notre société, puis on parle de multifonctionnalité de l'agriculture à ce niveau-là. Donc, l'agriculture, c'est l'affaire de tous et toutes aussi. Parce que, comme le disait M. Robert, c'est la principale utilisation de notre territoire, en tout cas de notre territoire près de nous, parce qu'on a un grand nord très grand au Québec, là, quand même. Excellent. Et puis justement, Caroline, ça rejoint un peu ma prochaine question parce que je pense qu'on peut dire que la COVID va avoir eu ceci de positif ou du moins d'encourageant. Les gens se sont appropriés plus que jamais l'idée d'autosuffire à une partie de leurs besoins avec des jardins, des poules. Les abonnements au panier bio aussi ont connu des records d'inscription à travers la province l'été dernier. Et il semble que l'engouement soit encore au rendez-vous cette année. Donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Mais malgré tout, ce type d'agriculture familiale, biologique à petite échelle, quand on prend un pas de recul sur le portrait global de notre agriculture canadienne, québécoise, c'est très marginal parce que cette grande agriculture est encore ancrée dans des pratiques dites très traditionnelles, portées sur les pesticides, les engrais de synthèse. Quand on fait le choix, comme vous, d'aller vers l'agriculture biologique, est-ce qu'on est désavantagé comme producteur encore aujourd'hui avec les mécanismes qui sont en place? Au niveau gouvernemental et tout ça? C'est une très bonne question. Puis, on veut pas voir tout en noir, mais je dirais qu'elle est marginale, mais qu'elle est aussi marginalisée. Je pense que l'agriculture biologique de proximité, en ce moment, elle ne cadre pas dans le modèle dominant de développement de l'agriculture qui est en place depuis les années 1990 et qu'on appelle l'approche filière. Donc, la filière, c'est une façon de mettre en relation, d'intégrer verticalement autour d'une même table un secteur de production spécialisé. Donc, on a par exemple la filière porcine, la filière laitière, la filière grande culture, la filière pommes de terre. Donc, autour de la table, on va asseoir des gens qui représentent le milieu de la production, de la transformation, de la distribution et du détail. Puis on s'arrête ici. On n'a pas personne qui représente les consommateurs, consommatrices, donc la société civile autour de la table pour discuter du développement de chacune des filières de production. Donc, dans cette structure très verticalement intégrée-là, qui a comme impact documenté, notamment par la FAO, d'engendrer une intensification, une spécialisation, une industrialisation de l'agriculture biologique ne trouve pas sa place, l'agriculture en circuit court encore moins. Pourquoi? Parce que l'agriculture biologique, comme je l'exprimais, réussit à vivre parce qu'on vise la diversification des cultures. On vise à s'intégrer dans un agroécosystème présent dans notre terroir, puis à tirer parti le mieux possible de ce terroir-là pour en produire des denrées. Donc, ça va faire des entreprises qui intègrent plusieurs de ces filières-là. Donc, chez nous, on fait des légumes, mais on fait aussi des fruits, on fait des pommes, des poires, des prunes, on fait de la vache à bœuf, on a des poules pondeuses. Donc on n'est pas du tout dans le modèle dominant qui est l'approche filière. Le circuit court, parce qu'on fait de la mise en marché en circuit court, on a avantage, encore une fois, à aller diversifier notre production parce que la mise en marché, on va réussir à la rentabiliser en offrant une gamme de produits assez large à notre clientèle. Donc, pour la même transaction de vente, si je suis capable de vendre non seulement des tomates, mais que je suis produite en serre, qui est une filière en soi, la filière séricole. Donc, si je suis capable de vendre des tomates, mais aussi des carottes, du bœuf, des œufs, puis on peut rêver du lait, à ce moment-là, ma mise en marché, elle devient plus rentable comme activité. Donc, le circuit court est très transversal par rapport aux différentes filières. Donc, et l'agriculture biologique et l'agriculture en circuit court ne sont pas intégrés dans le modèle de réflexion, de développement de l'agriculture qui va mener à l'établissement des nouveaux programmes, par exemple. Donc, je pense qu'en ce moment, on est dans un changement, j'espère peut-être, un changement de paradigme. En tout cas, au niveau de la place que l'agriculture biologique en circuit court occupe dans le discours public, on sent qu'il y a une place de plus en plus grande. Mais en ce moment, par rapport aux moyens qui sont donnés,
il n'y a pas encore de fenêtre d'opportunité, je vous dirais. Donc, on travaille très fort là-dessus, y compris avec le cabinet du ministre, puis on sent que l'oreille est ouverte, puis on espère que ça va se traduire en action très concrète rapidement. Mais pour l'instant, j'ai une pléthore d'exemples de programmes qui sont même inéquitables envers les fermes qui sont diversifiées. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas avoir accès à l'assurance stabilisation des revenus agricoles. L'assurance stabilisation des revenus agricoles au Québec, c'est la dépense numéro 1 du ministère de l'Agriculture, juste avant le remboursement de taxes foncières. Puis ça vient, on va se le dire, subventionner en grande partie la production industrielle porcine, en grande partie destinée à l'exportation. Donc, c'est ça qu'on fait avec notre argent au ministère de l'Agriculture pour beaucoup, pas en entièreté. Puis je ne dis pas qu'il y a des programmes qui sont destinés à l'agriculture biologique en circuit court, il y en a. Mais le gros de l'argent, là, il n'est pas du tout dans ce qu'on dit vouloir promouvoir avec la politique bioalimentaire, avec le plan d'agriculture durable. Donc, tout ça a été bâti, c'est des empires qui ont été bâtis sur des dizaines d'années, puis je pense qu'on ne peut pas jeter, comme disait M. Robert, tout ça, le bébé avec l'eau du bain, puis on ne peut pas faire opérer un virage à 180 degrés. Mais il faut ouvrir les structures décisionnelles pour donner une place à l'agriculture marginale qu'on veut qui occupe plus d'espace. Puis, il y a vraiment beaucoup d'actions à prendre, tant au niveau des programmes de soutien, parce que l'assurance stabilisation des revenus agricoles a des seuils d'admissibilité. Donc, si on est une ferme diversifiée à petite échelle qui a une variété de production animale, par exemple, ça se peut qu'on produise du bœuf, du porc, puis des œufs ou du poulet, puis qu'on soit en dessous des seuils pour bénéficier de toutes les mesures de soutien offertes par les plans conjoints, par exemple. Donc, ça prend 23 truies pour avoir accès à l'assurance stabilisation des revenus agricoles, ce qui représente plus de 400 porcs par année. Donc, est-ce que c'est viable à petite échelle pour des fermes diversifiées qui font de la mise en marché en circuit court? Je pense, la plupart des fermes que moi je connais qui font ça en moins de 15 truies. Donc, il faut aussi regarder l'ensemble des programmes qui sont déjà existants, puis abolir ces barrières à l'entrée-là qui marginalisent l'agriculture diversifiée biologique en circuit court. Mm-hmm. Puis, oui, M. Robert. Vous voyez, M. Robert qui voulait réagir. C'est juste parce que j'allais dire, j'allais lancer une boutade. Si j'étais le ministre de l'Agriculture, je serais bouché, je ne saurais pas quoi répondre à Caroline. Mais heureusement, je suis juste agronome, puis j'ajoutais juste un point parce qu'elle parlait aussi que les fonds vont surtout à l'agriculture industrielle, puis c'est très vrai, là, puis il y a des petits programmes pour l'aide à l'agriculture biologique de proximité, mais faites attention, parce que votre secteur est utilisé un peu comme image dans le marketing. Et ça me dérange beaucoup. Ça me moi, ça me... je me sens coupable parce que je me dis, moi, je suis trop susceptible, mais ça vient me choquer quand je vois l'utilisation de l'image de l'agriculture bucolique et tout ça, puis même Solio-agriculture qui s'appelait Confédéré il n'y a pas longtemps, l'utilise aussi, puis je trouve que c'est malhonnête. J'aime vraiment pas ça. C'est le danger que je vois dans l'orientation, mais je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. Mais je suis tellement d'accord avec vous, M. Robert. Dans le plan d'agriculture durable, qui fait aucune mention ou à peu près de l'agriculture biologique, il y a ma photo. Mais justement, le temps file, on va devoir passer très, très bientôt aux questions du public, mais juste avant de passer, j'aurais voulu prendre 2-3 minutes pour vous entendre. Et Caroline, vous me l'avez amené sur un plateau d'argent. On n'en a pas parlé encore. Les sujets sont trop vastes. Le plan d'agriculture durable 2020-2030, qui a différents objectifs qui ont été ciblés. Ça nous a comme donné peut-être comme citoyens une petite bouffée d'air frais ou en tout cas une lueur d'espoir d'entendre déjà le mot durable collé sur le mot agriculture. Mais comment vous avez reçu ça? Est-ce qu'on a des gains? Est-ce qu'on est content, pas content? Je serais curieuse de vous entendre quelques minutes là-dessus. Je peux y aller. Donc, Caroline et après Thibault. Parfait. Bien, c'est sûr que nous, on était un petit peu, je vous dirais l'ensemble du secteur de l'agriculture biologique est vraiment un peu découragé, pas découragé, mais sont en manque de reconnaissance avec ce plan-là. Donc, très peu de reconnaissance de l'apport actuel que l'agriculture biologique a pour justement le bilan
agro-environnementale globale en agriculture, mais aussi pour le rôle de leadership qu'on peut avoir pour l'innovation puis la mise en pratique de nouvelles techniques de production qui peuvent inspirer le milieu conventionnel sans que les gens aient à faire complètement la transition vers le bio. Donc, puis c'est sûr qu'à chaque fois qu'on présente un plan qui mise sur des gains, bien, les gens qui sont déjà à l'avant-garde, puis qui innovent, puis qui prennent sur leurs épaules de aussi parfois carrément réduire les bénéfices de l'entreprise puis leur salaire pour mettre en œuvre leur valeur à travers leur mode de production, bien, eux, ils trouvent qu'on ne reconnaît pas ce qu'ils font parce que eux, ils ont déjà fait ces gains-là. Ils ont été proactifs pour réaliser ces gains-là. Donc, tant qu'on ne va pas parler de multifonctionnalité de l'agriculture, je pense que ça va être difficile d'arriver à quelque chose qui est intégré puis qui ne représente pas non plus le risque de transférer un impact négatif vers un autre impact négatif. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, dans le plan d'agriculture durable, on parle d'avoir, je pense, 85% des surfaces couvertes en hiver. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça, mais une des façons de faire ça, c'est de mettre plus de glyphosate. Parce que si on couvre nos surfaces en hiver, on va se retrouver au printemps avec plus de résidus de culture ou avec des cultures qui sont bisannuelles. Donc, au printemps, ils sont de retour au champ, ils sont encore vivants, puis il faut arriver à les détruire pour arriver à faire notre semis. Puis, au Québec, on a une saison comme très courte, donc il faut que ça aille vite. Donc, puis la façon la plus rapide de faire ça, c'est de brûler le champ avec du glyphosate. Donc, est-ce qu'on va payer, est-ce qu'on va rétribuer les producteurs et productrices qui choisissent de transférer leur opération de transformer leur opération de labour en opération d'utilisation du glyphosate? C'est une question à se poser. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand on prend les actions une par une, puis que ça ne s'intègre pas dans une amélioration du bilan global agro-environnemental de la ferme, il y a le risque qu'on fasse simplement transférer d'une pratique dommageable vers une autre pratique dommageable, mais à un autre niveau. Faire attention aux fausses bonnes idées. Thibault, si vous souhaitez rebondir. Oui, en fait, rapidement, pour le plan d'agriculture durable, ce qu'on peut reconnaître à la CAQ et de plus en plus au gouvernement, c'est d'être très bon en ce qu'on appelle le greenwashing. Je pense qu'ils sont très bons pour mettre des mots qu'ils ont entendus. Ah, c'est à la mode, éco-fiscalité, enfin pas éco-fiscalité, écosystème. Ils mettent des mots qui ont l'air bien, mais moi, ma connaissance est plus par rapport au point 1.1, l'objectif numéro 1 du plan d'agriculture durable qui est très axé pesticides. Et l'idée, c'est de diminuer, en fait, d'arriver en 2030 à une vente annuelle des pesticides qui est supérieure à celle de 2018. Donc là, ils nous disent que c'est une diminution de 15%. Après, il y a tout le temps façon de truquer un peu les chiffres parce que, bon, en 2018, il y a eu des manques, mais ces manques-là étaient déjà avant. Mais nous, avec cette analyse-là, on se dit, oh, ils ont mis des beaux mots, ils sont très bons en communication. Et en plus, leur stratégie de communication, c'est qu'ils vont s'associer à certains groupes qui ont une bonne image dans le public pour sortir leur plan d'agriculture durable. Ça sort dans les médias. Bon, il y avait l'UPA qui était là, un groupe environnemental. Les gens, ils n'ont pas le temps d'analyser. Il n'y a plus d'expertise derrière ça. Et on passe à un autre sujet rapidement. Donc, ils ont réussi leur sortie. Tout va bien. Les gens, ce qu'ils se souviennent, c'est qu'il y a eu un plan d'agriculture durable. Il y a des beaux mots à l'intérieur. Il y a 2 groupes qui ont l'air satisfaits de ça. Et on passe à un autre appel. Maintenant, il faut talonner pour dire que non, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas une vision globale. Et on aimerait que dans les médias, ou en tout cas, sortent des voix comme on a entendu Caroline ou M. Robert, et ça manque un peu de ces voix critiques par rapport à un gouvernement qui est très bon pour maîtriser le message, malheureusement. M. Robert? Oui, puis on répète les mêmes recettes qui ont démontré leur inefficacité dans le passé, à savoir les transferts via des programmes d'aide financière. Il faut savoir, là, je le rappelle, pour ceux qui s'intéressent à la question, que depuis 1992, on a officiellement une stratégie phytosanitaire qui vise la réduction des pesticides au Québec, là, et dont l'UPA est partenaire officiel d'ailleurs. Et il y a eu des nouvelles moutures de ça successives. Puis là, le plan d'agriculture durable, quant à moi, est la 4e mouture d'une stratégie qui n'a pas fonctionné, qui repose sur des programmes d'aide financière puis des belles déclarations politiques, mais qui aboutit à rien, là. Et donc, on répète la même recette, puis alors qu'on devrait prendre une partie même des 70 millions là, de programmes d'aide, 10 ou 20 pour engager des ressources humaines en transfert au MAPAC. Là. Je ne prêche pas pour ma paroisse parce que ça ne changera rien à ma situation, à ma vie.
Donc, faudrait que ça soit fait parce que, en tout cas, c'est répéter des erreurs du passé, puis il n'y a pas de ressources en transfert au MAPAC suffisantes, en tout cas, pour atteindre ces objectifs-là. Je vous remercie. Juste avant de passer à la question du public, en quelques secondes, M. Apothécaire, je pense que vous vouliez réagir également. Oui, simplement pour dire qu'effectivement, on est là face à un phénomène global et mondial, hein, cette histoire du greenwashing. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de plans qui sont mis en œuvre. Il y a le vôtre, mais en Europe ou en France en particulier, on avait le plan Ecophyto qui visait à diminuer par 2 la quantité de pesticides utilisés dans l'agriculture. Pendant cette période où ils devaient être divisés par 2, ils ont augmenté de 25%. Donc, il y a effectivement, tant qu'on utilise les mêmes recettes, c'est extrêmement difficile d'avancer. On a, comme vous l'avez dit, nous, des petites avancées, parfois l'interdiction de tels pesticides, mais finalement, ce qui va jouer sur le système, c'est la politique agricole commune qu'on a en Europe, qui est le plus gros budget de l'Union européenne, qui est consacré à l'agriculture, qui représente en moyenne 40% du revenu des agriculteurs. Et c'est là aussi où, quand on parle du coût de production, il faut aussi réfléchir à avoir une analyse économique de ce qu'on met dedans. Aujourd'hui, 80% de l'argent de la PAC arrive à 20% des agriculteurs. Et les plus gros, et en particulier ceux qui font en général de l'agriculture biologique, c'est les plus petits. Et donc, on fait beaucoup de grands mots, beaucoup d'aides. On est en train de renégocier la politique agricole commune en France et tout ce qui concerne l'environnement est en train de nouveau de passer à la trappe, toujours pour faire des aides soit à l'hectare, soit au rendement, donc ce qui favorise vraiment ce type d'agriculture. Et donc, c'est de nouveau, j'allais dire, le modèle que l'on veut développer et surtout de se poser vraiment la question. Et je crois qu'au Canada, c'est presque, enfin non, je dirais pas encore plus criant, mais au même niveau. Qu'est-ce qu'on fait de notre agriculture? À quoi elle sert? Est-ce qu'il est logique d'avoir des monocultures absolument gigantesques de soja ou de colza OGM pour être exportés en Europe pour nourrir les élevages intensifs qui n'ont rien de sain et qui sont sans doute aussi responsables d'un grand nombre de pandémies, ou qui le seront en tout cas? Est-ce que c'est ça l'agriculture? On nous dit de parler, de rapprocher l'agriculture et l'alimentation. C'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui, et je reprends ce que disait Madame Poirier sur l'éducation, c'est extrêmement important. Les jeunes ne savent plus d'où vient leur agriculture. Beaucoup ne savent même pas que le lait vient de vaches. Ils pensent que le lait vient du carton ou du supermarché. Pareil pour un grand nombre d'aliments. Mais si effectivement, on ne peut pas les en blâmer, si la chaîne de production agricole, agroalimentaire, passe par des endroits complètement différents, entre le colza qui viendrait du Canada, d'autres produits qui viennent d'Amérique du Sud et ensuite mis en boîte en Thaïlande, renvoyés ailleurs, on n'a plus aucune idée, on a complètement perdu le lien entre la production agricole et l'alimentation. Donc, ça me paraît fondamental aussi, et même à un niveau des agriculteurs individuels, et l'expérience montre que même sans être beaucoup aidés, ceux qui se sont orientés vers l'agriculture biologique et les circuits courts, en cas de crise, comme on a eu la crise du lait, la crise du porc, notre agriculture passe de crise en crise, à cause du système hyper fragile sur lequel elle est basée. Et bien, lorsqu'il y a une crise, on s'aperçoit que ce sont les agriculteurs bio et de proximité qui finalement s'en sortent le mieux, parce que je parle encore de cet argent considérable mis dans la politique agricole commune. Le revenu moyen de l'agriculteur en France, c'est 350 € par mois. C'est absolument ridicule, malgré les millions qui sont injectés, alors que ceux qui touchent beaucoup moins d'aide et qui ont choisi un modèle agricole complètement différent, plus proche du consommateur, eh ben, sentir, j'allais dire, un peu mieux. Et il faut faire tache d'huile autour de ça, et il faut faire aussi comprendre par l'éducation aux citoyens, aux consommateurs, qu'il y a un vrai plaisir aussi à manger des bons produits, que manger un hamburger sous cellophane qu'on aura acheté au supermarché, ça n'aura jamais la même qualité que quelque chose qui a été produit près de chez soi, de façon écologique. Et je Tout à pense que fait.
Je vais devoir vous interrompre justement parce qu'il nous reste peu de temps puis je veux que les questions du public puissent être mises en valeur. Mais la première question que je vous pose à tous les quatre est un peu en lien avec ce que vous disiez à l'instant, M. Apothécaire. Marie-Philippe Chouinard nous demande quelles recommandations seraient les plus efficaces ou vous auriez à donner aux citoyens qui désirent contribuer à changer ce système-là. Oui, Caroline? S'informer, puis ça va m'amener à peut-être mon dernier point que j'aurais voulu passer aujourd'hui, c'est la question du juste prix. Parce que l'agriculture durable, c'est pas juste la réduction des pesticides puis l'agro-environnement. Les 4 piliers du développement durable, c'est l'environnement, le social, l'économique et la gouvernance. Donc, je pense aussi qu'il faut se demander, est-ce qu'on paie le juste prix pour notre alimentation? Parce que je pense qu'il y a aussi une question d'immense vulnérabilité des agriculteurs et agricultrices dans le système actuel, qui sont endettés jusque-là, qui n'ont pas la latitude pour être capables de prendre des choix qui impliquent un certain niveau de risque. Puis c'est en lien avec la capitalisation importante de ce modèle agricole-là, mais aussi en lien avec le fait que leurs revenus sont extrêmement volatiles, fragiles, leur marge de profit est ridicule par rapport à la capitalisation de leur entreprise. Donc, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde là, qui s'en va dans son champ, qui met son seau, son masque, ses gants, qui prépare sa bouillie, qui s'expose personnellement au plus grand des risques par rapport à tous les autres concitoyens et concitoyennes qui se baignent dans nos cours d'eau ou qui mangent ces aliments-là. Les agriculteurs et agricultrices sont les premiers, aux premières loges des risques associés aux pesticides. S'ils avaient le choix financier puis la bonne information, beaucoup de gens feraient des choix différents. Puis je pense que ça nous ramène aussi à la responsabilité collective de payer un juste prix pour notre alimentation. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas à peu près nulle part sur la planète. Puis, ou bien on a des externalités qui sont extrêmement importantes, puis à plusieurs niveaux, au niveau environnemental, mais aussi au niveau social, le tissu social de nos campagnes, la santé mentale des gens qui pratiquent l'agriculture. Donc, tu sais, je pense qu'on n'est pas dans une situation où on est capable d'égal à égal de faire les mêmes choix. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui souhaitait compléter? Ou c'est complet? Parfait. On va prendre une... Oh, M. Robert? Juste ajouter, parce que aussi, il y a une dimension politique en contrôle que le citoyen a sur son agriculture. Et je souhaiterais, moi, que dans les prochaines campagnes électorales, il soit question davantage d'agriculture. Mais je ne suis pas optimiste dans un sens parce que l'environnement, on le réclame depuis longtemps, puis c'est occulté. La plupart du temps, on met ça de côté. Alors, mais les citoyens vont devoir exiger que les partis politiques s'expriment sur le type d'agriculture puis qu'il y ait un choix qui soit fait. Forcément, là, il va falloir faire ça. Et je pense qu'il y a une ébullition en ce moment au niveau du grand public pour la prise de position face à l'agriculture. Donc, ça, c'est plutôt positif. J'espère que ça va se concrétiser. Mm-hmm. Il y a aussi Soline Mabilo qui nous demande, on sent que la question des pesticides et des OGM fait encore débat dans l'espace public. Pourquoi le consensus scientifique n'est-il pas plus clair sur ces questions-là? Thibault? En fait, je pense que j'ai vu un documentaire dernièrement que c'est la fabrique du doute, ça s'appelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est des climato-sceptiques, ils ont un peu disparu des plateformes, je dirais, actuellement. Mais il y a encore beaucoup de pesticido-sceptiques, des gens qui sèment le doute, qui mettent des études financées souvent par l'industrie de l'avant pour dire oui, mais il y a des problématiques de santé, mais ce n'est pas uniquement dû aux pesticides ou la perte de biodiversité peut être due à d'autres problématiques. Et je pense que malheureusement, au Québec et probablement ailleurs, il y a encore trop de place pour ces pesticido-sceptiques qui viennent en fait ralentir la réelle mise en place d'alternatives qui sont préconisées par l'AKP ou des agronomes. Et il y en a quand même des malheureusement célèbres au Québec. Là, je citerai uniquement le pharmacien qui, dans ses épisodes sur les OGM et pesticides, invite des gens qui sont très dirigés, probablement un des seuls pesticido-sceptiques chercheurs au Québec qui l'a pris, et des gens de l'international, sans interviewer dernièrement, par exemple, des centres de recherche d'excellence qu'on a au Québec, le CETAB ou autres. Et malheureusement, ça vient semer le doute et ça vient polluer, je dirais, les réelles prises de position dans notre société civile. Mm-hmm. Monsieur Apothécaire?
Oui, je crois que bon, ce que Thibault a dit était très bien résumé, mais je crois qu'on peut aller encore plus loin si on remonte. C'est, de mon point de vue, l'influence des lobbies de l'agrochimie à l'intérieur même des agences de réglementation. Je crois que M. Robert en a parlé, mais quand on voit comment se sont développées les méthodes d'évaluation, ce sont les industriels qui ont décidé de la méthodologie qui va être utilisé pour décider si un pesticide est toxique ou ne l'est pas. Donc, non seulement les études elles-mêmes sont faites par les industriels, les études d'évaluation des pesticides sont faites par les industriels, mais même la méthodologie pour faire cette étude a été déterminée en amont en grande partie pour satisfaire aux besoins industriels, que dans les processus d'autorisation, il y a seulement les études des industriels dites faites en bonne pratique de laboratoire et les études académiques, industrielles, plus fondamentales sur le mécanisme même ne font pas partie des dossiers d'autorisation. Alors on en arrive à cette situation qui est quand même ubuesque où le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, indique que le glyphosate, les herbicides à base de glyphosate sont des cancérogènes probables et toutes les associations, toutes les agences de réglementation au monde passent là-dessus en disant l'étude du cirque n'a pas utilisé les études scientifiques faites par les industriels selon les bonnes pratiques de laboratoire, mais c'est basé sur des études académiques, excusez-moi, et qui ne représentent pas, selon eux, la réalité de l'exposition directe. Ce n'est pas parce qu'on a déterminé que le glyphosate était potentiellement un perturbateur endocrinien que la mesure, elle est théorique. Elle n'a pas été faite selon les canons industriels. Et je crois que cette influence du lobby, qui ne se voit pas, qui est extrêmement difficile à décrire, qui est tellement énorme que moi, quand je raconte certains éléments qui ont été découverts d'ailleurs grâce à des procès, c'est aussi une méthode pour faire avancer les choses. On s'est aperçu que l'industrie mentait sur la toxicité de ces produits depuis des années, mais ils ont installé un tel système autour de l'évaluation que l'ensemble des agences de réglementation disent que le produit est sain. Donc voilà, il n'y a pas de dissensus scientifique, il y a un certain nombre d'expériences qui, quand elles sont faites par les industriels, à 97% montrent qu'il n'y a pas de produit. On a exactement le problème et on a exactement le résultat inverse quand il s'agit d'études académiques. Et j'ai une dernière question avec le temps qui nous reste, qui nous vient de Meredith Daou, qui demande pour un ou une agricultrice de grande surface qui souhaite diminuer ou éliminer son usage de pesticides, quels sont les moyens ou les ressources qui sont à leur disposition? On dit le travail en collaboration avec un agronome est essentiel, mais le stress associé à la perte potentielle de culture demeure. Donc, par où et par qui le changement est-il plus propice de survenir? Donc, question peut-être en 2 dimensions, là, mais qu'est-ce qui est offert à ces agriculteurs pour se sortir graduellement de la dépendance et comment le changement peut-il arriver dans ces milieux-là? Peut-être une question pour M. Robert, qui connaissait bien le milieu. Juste activer votre micro, M. Robert. Je l'ai activé puis je l'ai désactivé après. Double clic. Désolé. Mais ça peut surprendre, mais ma réponse est assez simple. Selon moi, c'est assez facile. Comment dirais-je, d'obtenir des réductions de pesticides à la ferme. Concrètement, c'est assez simple. C'est peut-être plus difficile d'avoir les ressources autour pour s'éviter, mais encore là, on peut trouver. Il y a de plus en plus d'agronomes qui sont aptes à faire du dépistage, par exemple. Une technique qui a disparu ces dernières années, mais plusieurs sont capables de le faire. Donc ça, le dépistage, c'est la première, l'introduction des cultures de couverture aussi. Donc, il y a des premiers pas à faire assez simples. Pour moi, c'est pas un gros problème de ce côté. L'accompagnement existe, autrement dit, pour ceux qui veulent faire ce pas. L'accompagnement, oui, existe. Il faut être prêt à payer. C'est juste que les agriculteurs qui sont surtout pour les jeunes qui commencent, c'est plus facile parce que ceux ils sont encadrés depuis longtemps par un système puis qui répètent des pratiques culturelles quasiment folkloriques ou en tout cas héritées du passé, tout ça, puis ils ne remettent pas ça en question. Ça, c'est plus difficile dans ce cas-là. Mais la résistance n'est pas au niveau
de l'accompagnement est plutôt au niveau du producteur qui devrait faire. Et s'il est prêt à payer du service conseil neutre, ça, c'est important aussi. Qu'il aille chercher du service conseil neutre. Puis, moi, je peux en fournir des noms là, d'agronomes qui peuvent offrir le service puis accompagner ces producteurs-là. D'ailleurs, c'est une démarche agronomique passionnante. Moi, je trouve que c'est. On n'aura pas de dire entre. Tant mieux. Excellent. Donc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour la période de questions, mais on me glisse à l'oreille dans le chat que, comme il y a quand même plusieurs questions qui n'ont pas été répondues, mais qui étaient tout aussi pertinentes, Cinévert va tenter là, dans les prochaines minutes, heures, peut-être de mettre à profit nos panélistes pour y répondre au meilleur de leurs connaissances dans le fil de discussion. Donc, vous n'aurez peut-être pas eu vos réponses verbalement, mais suivez le fil de discussion prochainement, puis vous aurez peut-être les réponses à vos questions. Alors, je tiens à remercier déjà en premier lieu nos 4 panélistes. Vous avez été vraiment généreux dans vos échanges. Vous avez des backgrounds très complémentaires aussi, donc ça a été excessivement riche. Merci beaucoup à Caroline Poirier, Louis Robert, Arnaud Apothécaire et Thibault Rennes d'avoir été présents ce midi. D'ailleurs, on ne peut pas passer sous silence, on le dit très rapidement au passage, mais M. Robert, vous avez quand même un livre qui va paraître le 28 avril aux éditions Multimonde, qui va s'intituler « Pour le bien de la Terre ». Donc, on a comme un petit doute de quoi il va être question, mais sans doute, vous avez eu l'opportunité de vous épancher davantage sur vos prises de position dans cet ouvrage. Donc, on invite les gens à suivre la publication de « Pour le bien de la Terre » si c'est un sujet qui vous intéresse. Ça va sûrement être très complémentaire à ce que vous avez entendu aujourd'hui dans les échanges. Alors, je tiens aussi merci. Oui, ça me fait grand plaisir. Merci aussi à Suco et Funambule Média qui coproduisent le festival Cinévert dans le cadre duquel le panel était organisé aujourd'hui. Cette 3e édition du festival est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entreprise de Affaires mondiales Canada, en plus du support essentiel du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. On remercie également nos précieux partenaires associés que sont l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, la FTQ, la Caisse d'économie solidaire, Desjardins et la Maison du développement durable. Et enfin, un merci tout spécial à la Galerie d'art Galéa ainsi qu'à nos partenaires médias que sont Choc, CISM et CIBL. Et évidemment, un très gros merci à Vigilance OGM qui est partenaire collaborateur du festival, mais aussi de cette activité d'aujourd'hui dont la thématique était bien évidemment au cœur de son action militante. Alors, pour celles et ceux qui ont aimé l'activité d'aujourd'hui et qui souhaitent participer à d'autres événements de la programmation du festival, sachez que la 3e édition de Cinévert se poursuit jusqu'au 24 avril, donc on est encore au tout début. Si vous êtes notamment interpellé par l'engagement citoyen et que vous cherchez des manières de vous impliquer dans des initiatives qui soutiennent la transition écologique, je vous invite fortement à vous inscrire à l'atelier participatif vers le changement qui va avoir lieu jeudi prochain, le 22 avril, pour le Jour de la Terre à 17h30. Je vais avoir l'occasion d'animer cette activité. En fait, ça sera une occasion de rencontrer des organismes qui proposent différents projets porteurs qui impliquent des citoyens en matière de transition écologique. Donc, si vous souhaitez vous inscrire ou encore consulter le reste de la programmation, je vous invite simplement à consulter le site web du festival au www.cinevert.org. Alors, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On espère vous avoir lancé plusieurs idées, alimenté vos réflexions et on vous dit à une prochaine fois et un très bel après-midi à tout le monde. Merci.